Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Ophélie Coquer, responsable du département accompagnement des professionnels de santé au sein de la Caisse primaire de la Manche. Avant de débuter, un rappel sur les consignes pour l'utilisation de l'outil Zoom. Nous vous demandons de maintenir vos micros et caméras coupés pendant tout le déroulé du webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser via le chat. Donc celui-ci se trouve en bas de votre écran. Vous avez un certain nombre d'onglets disponibles. Il est au centre de votre écran entre participants et partage d'écran. Ce webinaire, comme vous avez pu le constater, est également enregistré pour vous permettre de le revoir et permettre aux personnes qui n'auront pu y assister de le voir ultérieurement. Nous vous communiquerons les modalités de visionnage à la suite du webinaire. Celui-ci est proposé en partenariat avec l'ARS et le Conseil de l'Ordre des médecins. Et il va se décomposer en deux parties. Une première partie où nous allons évoquer les points suivants, donc le parcours patient et le rôle du médecin généraliste. On va faire un zoom sur l'arrêt de travail. Nous vous présenterons également le téléservice Contact Covid et nous terminerons par un point sur les dérogations. La deuxième partie de ce webinaire sera consacrée aux réponses aux questions que vous aurez pu poser. Celui-ci a vocation à durer 1 heure. Avant d'entamer l'ordre du jour, je vais laisser la parole à Philippe Decamp, directeur de la Caisse primaire de la Manche, Johan Bridou, délégué territorial de la Manche de l'ARS Normandie, et le docteur Alain de Beaucoudray, président du Conseil de l'Ordre des médecins, pour quelques mots d'introduction. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour docteur. Je vous remercie d'être venus nombreux à ce webinaire. Je commencerai par préciser que le webinaire pour nous est une formule assez nouvelle. Nous avons déjà tenté l'expérience avec succès d'ailleurs il y a à peu près 2 semaines et nous la recommençons parce que nous pensons que ça peut être un bon vecteur de communication. Donc vos observations pour améliorer le dispositif seront les bienvenues. Nous avons ensuite envisagé de vous parler pour l'essentiel du Covid-19, de la Covid-19 avec l'ARS et puis également avec le président du Conseil de l'Ordre, mais nous sommes aussi en présence d'un médecin du service médical qui pourra apporter des réponses sur différents autres sujets. Voilà, donc nous avons commencé la plateforme Contact Tracing le 13 mai. Vous vous en souvenez sûrement, ça avait donné lieu à pas mal de débats. Maintenant, je pense que tout cela est un peu derrière nous. Dans la Manche, nous avons eu peu de cas. Jusqu'à la mi-août à peu près, même voire jusqu'à la fin août, nous avions très peu de cas. Maintenant, nous avons un peu plus de cas, même si la situation demeure tout à fait sous contrôle. Ça se passe plutôt bien dans le département. Cependant, nous avons pu avoir des remontées de terrain, comme on dit, et aussi des remontées que nous avons partagées avec le docteur de Beaucoudray, qui nous ont laissé penser qu'il était utile de faire une séance comme celle-ci pour rappeler un certain nombre d'aspects de tout l'ensemble du processus Covid, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas été confrontés à des cas réels et donc ont pu oublier un certain nombre d'aspects. Et puis en même temps, nous sommes sur un dispositif très évolutif et donc il est important de revenir périodiquement sur les dernières évolutions. Voilà, donc je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Alors quelques mots au nom de l'agence sur ce dispositif mis en place au niveau du département. Quelques mots d'abord sur les données épidémiologiques en fait. Philippe Decamp l'a un peu indiqué. C'est vrai que le département se distingue encore aujourd'hui au niveau de la région. Au niveau de la région, effectivement, on a une circulation du virus qui est active. Toutes les données le confirment. Dans la Manche, c'est un peu moins vrai. Pour autant, on a quand même chaque jour de nouvelles personnes malades. Donc, à ce jour, on a, sur les données d'hier, on avait 126 personnes positives. Donc, ça nous demande quand même ça implique pour nous une très grande vigilance à tous les acteurs du dispositif. Et ce que je voulais rappeler, c'était en introduction, c'est le rôle fondamental que vous occupez dans le dispositif.
compte tenu de votre proximité avec les patients, du crédit aussi que vous accordent les patients, et donc toute l'importance que vous pouvez avoir pour faire passer des messages sur des messages autour de la prévention, sur l'intérêt du dépistage, mais aussi sur l'intérêt de l'isolement, convaincre les gens de la nécessité de s'isoler quand il y a une positivité qui est déclarée. Donc, effectivement, c'est rappeler toute cette importance dans le dispositif. Et aussi faire passer le message sur la nécessité de protéger les plus fragiles, notamment les personnes âgées ou qui présentent des profils particuliers, plus sensibles. Donc voilà, je voulais vous dire en introduction, et je vais laisser la parole au docteur de Beaucoudray. Docteur de Beaucoudray, est-ce que vous nous entendez? Alors, je pense que le docteur de Beaucoudray n'est peut-être pas présent. On va peut-être continuer et repasser la parole un peu plus tard au docteur de Beaucoudray. Nous allons passer donc au premier point à l'ordre du jour, à savoir le parcours patient et le rôle du médecin généraliste. Pour ce faire, je vais laisser la parole à Aurélie Lecordier, déléguée d'assurance maladie et volontaire sur la plateforme Contact Tracing, pour vous en parler. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le parcours d'un patient symptomatique de la Covid-19. Ce mémo interactif, je vous le mets en plein écran. Excusez-moi, petit problème technique. Donc, ce mémo interactif vous permettra de visualiser les différentes étapes et de connaître votre rôle lorsqu'un patient symptomatique vient vous consulter. On vous le met tout de suite à l'écran. Dès que possible. Donc, c'est un document qu'on va vous envoyer par mail suite à l'issue de ce webinaire. Et du coup, en fait, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc, si vous cliquez, donc c'est un parcours patient, si vous cliquez sur les zones en bleu, vous aurez accès à des informations supplémentaires. Sur ce document, on retrouve donc votre rôle, la première consultation ici et la deuxième consultation ici. La première consiste donc à diagnostiquer le patient et l'envoyer faire un test. La deuxième, si le test est positif, consiste à enregistrer le patient qui devient un P0 et enregistrer ses contacts qui vont devenir des cas contacts, patients contacts. Donc, nous allons regarder en détail ce mémo. Excusez-moi, je peux. Voilà. On va repasser. Voilà. Donc, le patient a des symptômes. Il consulte son médecin traitant. Si pas de médecin traitant, on vous indique un numéro de téléphone. C'est une plateforme téléphonique de l'assurance maladie qui pourra donner un médecin traitant à un patient qui n'en détient pas. Ensuite, donc le médecin traitant le reçoit en consultation ou en téléconsultation. Donc, vous lui prescrivez un test PCR en urgence, des masques et un arrêt de travail si besoin. Vous avez un lien sur les arrêts de travail. Nous allons y revenir plus tard. C'est Dr Vérin qui vous fera une présentation des durées d'arrêt de travail et lorsqu'on doit faire un test. Vous avez ici aussi un lien pour la cotation. Alors, c'est en TCG ou en G, plus ou moins majoration, 100% Exo 3. Et l'arrêt de travail pourra se faire sans carte vitale. Ensuite, vous devez vous rendre sur l'Amélie Pro, Contact Covid. Donc, pour ce faire, en fait, Arnaud de Rombise vous fera une démonstration tout à l'heure en direct sur un compte médecin. Il faut donc créer une fiche pour un patient 0, le mettre en attente du résultat du test. Et vous pouvez aussi rechercher ou consulter des fiches déjà créées par la plateforme Contact Tracing. Vous avez aussi ici des infos CoronaClick. Ensuite, le patient donc, sort de chez vous et va prendre rendez-vous dans un centre de prélèvement.
Il va contacter le centre pour connaître les modalités de prélèvement, les plages horaires, le rendez-vous. Donc ici, on vous a mis aussi un lien pour avoir les informations plus rapidement avec les laboratoires de la Manche, Nord, Centre, Sud, les adresses et les numéros de téléphone. Vous avez aussi le site santé.fr pour plus d'informations. Et on vous indique aussi que les infirmières libérales peuvent être amenées à faire des tests à domicile ou au cabinet. Ensuite, donc le patient se rend à la pharmacie prendre ses masques et puis au centre de dépistage qu'il a choisi. Le laboratoire donc analyse les résultats et les enregistre dans SIDEP et AmeliPro Contact Covid. Il va indiquer la date du test si il peut retrouver la fiche que vous avez créée en amont. Donc c'est important en fait de bien créer le patient, de le mettre en attente pour que le laboratoire puisse indiquer la date du test. Ensuite, donc le laboratoire envoie les résultats au patient et au médecin traitant prescripteur. En cas de résultat positif, le laboratoire doit contacter rapidement le médecin par téléphone. Donc voilà pour la première étape. Si le résultat est négatif, le médecin contacte le patient, lui annonce le résultat, le patient reste isolé chez lui. Si vous constatez quand même des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë, vous avez la possibilité de refaire un test ou de passer un scanner thoracique. Donc voilà pour le résultat négatif. S'il est positif, donc une deuxième consultation. Donc le médecin contacte le patient par téléphone pour lui annoncer le test et peut lui proposer une téléconsultation. Donc il se rend à nouveau sur AmeliPro, Contact Covid. Il va retourner sur la fiche qu'il a créée au préalable ou la créer s'il n'a pas été créé avant. Et il va aussi créer les patients contacts membres du foyer. Vous avez aussi la cotation pour une téléconsultation TCG plus MIS. C'est la majoration qui est mise en place pour enregistrer les patients contacts. Voilà, EXO 3. Quand vous créez les fiches, il faut absolument indiquer certaines données. Le nom, le prénom, date de naissance et NIR si vous l'avez, et le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est important parce que les téléconseillers de la plateforme envoient des SMS aux patients. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prescrire des masques et tests à réaliser immédiatement. Pour votre information, on vous indique que la plateforme Contact Tracing appellera chaque patient et assurera la prise en charge masque, test et isolement. En télétravail si c'est possible, sinon en arrêt de travail via le site déclare.ameli.fr. Donc ce site, c'est nouveau. On vous a mis quelques informations aussi. C'est nouveau depuis ce week-end en fait. Déclare.ameli.fr ou déclare.msa.fr. Le gouvernement a remis en place un service en ligne de déclaration des personnes ne présentant pas de symptômes de la Covid-19. En fait, les patients qui vont être invités, recensés par l'assurance maladie, s'ils ne peuvent pas télétravailler, vont s'inscrire et obtenir un arrêt de travail dérogatoire, initial ou de prolongation. Donc, vous n'avez pas à prescrire d'arrêt pour les patients contacts. Ensuite, donc, le patient ressort de chez vous, il reste isolé chez lui. La plateforme va donc le contacter, la plateforme Contact Tracing, donc à l'assurance maladie. Elle va appeler tous les patients, tous régimes confondus, donc les patients positifs et leurs contacts. Les conseillers interrogent le patient zéro et enregistrent tous ses contacts à risque. On vous a mis ici la définition d'un contact à risque. Donc, je ne vais pas la lire, je pense que vous la connaissez, mais en tout cas, vous l'aurez sous la main. Ils assurent la prise en charge, test, masque, isolement, télétravail, arrêt de travail via déclare.ameli ou chômage partiel. Nous avons 4 heures pour appeler un patient zéro et 24 heures pour appeler les patients contacts. Vous avez ici le numéro de la plateforme si besoin. Ensuite, les patients qui vont être appelés vont devoir se rendre en laboratoire pour effectuer un test. On vous a mis ici la priorisation des dépistages, donc un lien directement ARS puisqu'elle peut être mise à jour n'importe quand. Donc voilà, vous avez les personnes ayant une prescription médicale, les personnes symptomatiques, les personnes qui sont invitées par l'assurance maladie, soit par SMS, soit par mail, les personnes qui sont invitées par l'ARS et les professionnels de santé, en établissement de santé ou autre. Ensuite, le patient retourne à l'étape laboratoire pour effectuer son test. Si les résultats de ces patients contacts se révèlent positifs, ils deviennent à leur tour patients zéro. S'ils ont des symptômes, on les envoie vers le médecin traitant. S'ils sont asymptomatiques, la plateforme les isole à nouveau. Une petite information sur l'ARS, puisqu'elle peut intervenir avant, pendant et a posteriori. L'ARS prend en charge les patients en fonction des situations plus complexes.
Donc, on a souhaité vous faire part des situations plus complexes, donc plus de 11 personnes dans un même lieu, structure d'accueil du jeune enfant, milieu scolaire, établissement de santé, EHPAD, EMS de personnes handicapées, établissement pénitentiaire, structure d'hébergement touristique. Voilà pour le parcours du patient. Vous vous posez peut-être certaines questions sur des situations particulières. Donc, on a fait un petit topo sur les situations particulières. Et je vais faire un zoom sur le patient vulnérable. Donc, le patient vulnérable, c'est un patient qui n'est pas infecté par la COVID-19 et qui ne présente pas de symptômes. Par contre, le médecin doit lui délivrer un certificat d'isolement et l'isoler en télétravail, sinon en chômage partiel ou arrêt de travail. Donc, pour définir un patient vulnérable, nous avons mis un lien sur Amélie avec la définition. Donc, c'est les cancéreux évolutifs sous traitement, immunodépression congénitale ou acquise, les patients de plus de 65 ans ou plus souffrant d'un diabète associé à une obésité ou à des complications micro- ou macrovasculaires, et le patient dialysé pour insuffisant rénal sévère. Donc, le patient vulnérable, il est défini ici, et le certificat d'isolement. Donc, c'est un mémo que vous aurez aussi accès plusieurs fois sur le parcours. Et donc, du coup, vous allez l'isoler. Si le télétravail n'est pas possible pour ces patients-là, si les salariés, un certificat d'isolement délivré par vous, et il sera mis en chômage partiel par son entreprise. S'il fait partie de la catégorie libérale, PS libéral, salarié du droit public, gérant, salarié, travailleur indépendant, artiste-auteur ou stagiaire de la formation professionnelle, un arrêt de travail pour isolement devra être établi par un médecin traitant. Concernant l'enfant, pas de dispositif spécifique. Par contre, on vous a mis deux liens. Celui du ministère de l'Éducation nationale pour avoir les informations directement. Vous n'avez pas d'obligation de fournir d'attestation. Et pour le parent qui va garder l'enfant à domicile, donc on l'appelle parent d'enfant contact, si le télétravail n'est pas possible pour ce parent, un seul parent, si les salariés chômage partiel et une attestation sera délivrée par l'établissement scolaire, s'il fait partie de la catégorie que j'ai énumérée tout à l'heure, ça sera arrêt de travail sur le site déclare.amélie.fr. Donc, pour les parents contact d'enfants, vous n'avez rien à faire. Pour le personnel soignant, en établissement, le patient doit contacter le médecin du travail de son établissement. Tout ce qui est accompagnement social, donc problème de logement. Vous verrez dans l'outil qu'Arnaud va vous présenter, il y a une petite case qui peut alerter la plateforme si le patient vous parle d'un problème de logement. Donc, petit logement, manque de logement. Donc, il ne faut pas hésiter à la cocher. Et dans ces cas-là, la plateforme, quand elle contactera le patient, va l'orienter vers les services de la préfecture. Pour les voyages en avion, le RT-PCR demandé par les compagnies aériennes ne rentre pas dans les priorités de dépistage. On vous a mis deux liens pour avoir des informations supplémentaires. Voilà pour mon parcours patient, en espérant qu'il vous éclaircisse la situation. Merci pour votre attention. Merci Aurélie pour cette présentation. Alors, avant de voir le prochain point à l'ordre du jour, je vais donner la parole au docteur Debocoudray qui est connecté et donc je vais... Ah ben voilà, très bien. Vous avez la parole, docteur. Alors, attendez, on ne vous entend pas. Pourquoi j'ai pas de micro? Alors, docteur, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Alors, ce que je propose, c'est on va peut-être passer au point suivant, le temps de régler le problème de micro, et on vous repassera la parole quand ça fonctionnera. Donc,
Alors, nous allons faire un point sur les arrêts de travail et donc je vais passer la parole au docteur Vérin qui est également connecté parmi nous, médecin conseil à l'assurance maladie, pour vous présenter ce point. Bonjour à tous. Donc, je vais me permettre de faire une petite présentation rapide des problématiques au cours de l'arrêt de travail. Docteur Vérin, est-ce que, oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, on les aléas du direct. Alors. Docteur Vérin, est-ce que vous pouvez activer votre micro? On vous a bien à l'image. Ah ben voilà, c'est bon. Voilà. Donc, docteur Vérin, c'est pas bon? On ne vous entend pas. En effet, on vous voit bouger les lèvres, mais nous n'avons pas de son. Ah, alors si, apparemment, on vous entend. Les autres participants vous entendent, mais pas nous. Donc, je vous laisse la parole. Alors, docteur Vérin, votre micro est coupé. L'objectif est donc de se poser à partir de ce mémo qui a été réalisé par la Caisse nationale d'assurance maladie afin de clarifier 7 jours. Alors, docteur Vérin, le son a été coupé. Après plusieurs avec le patient. Alors, docteur Vérin, je crois qu'on vous a perdu. Alors, allez. Oui, là, c'est bon, on vous entend. Donc, voilà. Donc, concernant ces arrêts de travail, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette notion des 7 jours qu'on positionne par rapport au délai d'apparition des symptômes ou à cette durée d'isolement, avec une évolution sur la notion de prolongation, puisqu'en fonction de la symptomatologie clinique, on peut bénéficier, vous pouvez prescrire une prolongation d'arrêt de travail. On sait que les délais qui ont été mis en œuvre ces dernières semaines ont été un peu aléatoires, en particulier parce que la demande des employeurs ou des patients peut être assez différente de ce que la réglementation permet. Concernant les cas contacts, vous verrez que dans ce mémo qui est présenté sous la forme des différents temps, nous sommes là aussi bien sûr sur le délai de 7 jours, qui est important, avec une particularité bien entendu et une extension lorsqu'il s'agit de cas contacts au niveau familial, ce qui n'est pas effectivement sans poser de difficultés, puisque là, la durée d'arrêt de travail peut être relativement longue, puisqu'il faut attendre la guérison du dernier cas. En matière d'arrêt de travail, ce document va vous permettre effectivement de mieux vous repérer par rapport aux différentes situations, et puis vous avez aussi possibilité d'avoir accès aux informations via Amélie qui vont vous donner aussi la possibilité de vous repérer dans les différentes situations, en particulier bien clarifier des sujets un peu difficiles comme l'arrêt de travail d'une personne vivant avec un patient vulnérable auquel aujourd'hui plus personne ne peut prétendre, les situations pour les professionnels de santé, puisque c'est aussi à prendre en compte. Et donc, voilà
les éléments qui aujourd'hui sont d'actualité sur l'arrêt de travail. Et donc, je resterai à votre disposition si vous souhaitez compléter par un certain nombre de questions. Je voudrais simplement attirer votre attention pour conclure qu'il est extrêmement important que les motifs d'arrêt de travail que vous pouvez mentionner sur vos différents supports, qu'ils soient papier ou dématérialisés, correspondent à la situation de votre patient, en particulier entre le patient Covid et le patient cas contact, car vous savez sans doute, car vous y avez sûrement été confronté, et cela impacte un point important qui est celui du respect ou non du délai de carence de 3 jours, puisque dans un principe d'arrêt dérogatoire pour les cas contacts, il n'y a pas de délai de carence. Madame Ophélie Coquer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, docteur Vérin, pour cette présentation. Alors, je crois que cette fois, nous avons docteur de Beaucoudray qui a son micro activé. Donc, nous vous laissons la parole, docteur. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon, bah écoutez, je suis désolé parce qu'on fait des problèmes techniques et M. de Rombiz a pris la main sur mon ordinateur pour essayer de régler ça. Donc, je suis là depuis le début. Donc, je vais être bref puisque maintenant on est rentré dans le vif du sujet, même le cordier, etc. Donc, l'introduction, elle est un petit peu maintenant, je ne dirais pas que c'est une conclusion, mais tant pis. Je remercie beaucoup M. Philippe Decamp et toutes les équipes de l'assurance maladie d'avoir initié cette réunion d'information et d'échange donc sur les stratégies actualisées. Et puis, merci bien sûr aux médecins généralistes, aux médecins de premier recours pour leur implication dans la prise en charge des patients dans ce contexte sanitaire. Et en fait, pendant tout l'état d'urgence sanitaire, j'ai été personnellement en contact permanent avec tous les partenaires, avec l'ARS, l'assurance maladie, l'URML, le SAMU, les médecins responsables de secteur de PDS, etc. Alors, en fait, l'Ordre des médecins appréciait en fait toutes les synergies qui ont été efficaces, qui avaient été instaurées dans cette situation de crise. Et nous avons remonté régulièrement les problématiques. Au début, c'était évidemment le problème des EPI, des équipements de protection individuelle, avec les manques de masques. Tracés isolés, nous avons rappelé, M. Decamp en a reparlé tout à l'heure, nous avons rappelé notre attachement au principe du secret médical, mais il y avait cette mission de santé publique pour casser cette propagation virale. Alors, le secret professionnel était évidemment étendu aux équipes qui étaient nommément désignées, qui participaient au traçage. Et enfin, plus récemment, c'était le problème des prélèvements et le délai de retour des résultats. Il y a eu une amélioration de la situation avec la priorisation aux patients symptomatiques, aux patients qui ont une prescription du médecin traitant, du médecin généraliste ou aux professionnels de santé, etc. Donc, en fait, dans cette crise sanitaire, l'ARS nous a écoutés. L'assurance maladie a mis en place en fait différents mécanismes très facilitants, sur la téléconsultation, le problème des arrêts de travail, etc. Et bon, je conclue là-dessus parce que c'est plus intéressant votre technique de tout ce qui se passe actuellement à l'assurance maladie. Merci beaucoup. Vous m'entendez, Mme Coquer? Oui, très bien. Merci beaucoup, docteur de Beaucoudray, pour cette introduction au milieu du webinaire. Mais on fait avec les contraintes du direct, il n'y a pas de souci. Alors, je vais me permettre juste de désactiver votre micro, si je le peux. Voilà, c'est fait. Alors, nous allons passer au point suivant avec donc une petite inversion. Nous allons d'abord vous présenter les dérogations. Et donc, c'est Julie Mézel, responsable du service Innovation en Santé, qui va vous faire cette présentation. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais parler des dérogations qui sont encore en cours actuellement. Du coup, c'est… Alors, donc, je vais évoquer notamment tout ce qui est acte de télémédecine, puisqu'il y a eu pas mal de dérogations, les consultations complexes, la facturation de la MIS et les actes réalisés en établissement. Alors, les actes de téléconsultation, donc les codes TCG. Pour les patients atteints ou ayant les symptômes Covid-19, donc une prise en charge à 100%, avec le motif EXO 3. Donc un code d'urgence si le patient n'a pas de médecin traitant.
et donc une dérogation à la règle de connaissance préalable du patient. Pour tous les autres patients, une prise en charge à 100% des téléconsultations, donc toujours le code TCG. Pour ces cas-là, la règle de parcours de soins reste les mêmes que celle définie dans la convention. Donc, il faut qu'il y ait eu une consultation en présentiel dans les 12 derniers mois. Pour les téléexpertises, TE1 et TE2, donc pour les patients Covid-19 ou suspectés de l'être, donc une prise en charge dans les conditions habituelles. Par contre, une suppression de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles et ces téléexpertises ne sont pas limitées à une certaine catégorie de patients. Pour les téléconsultations donc, sont possibles aussi pour les parcours IVG médicamenteuses, donc avec une prise en charge à 100% et donc une facturation identique à celle du présentiel. Donc pour les médecins généralistes, IC plus FHV plus IC, donc avec une date de fin au 31 décembre 2020. L'entretien prénatal et les séances de préparation à la naissance sont aussi possibles en téléconsultation avec une prise en charge à 100%. Donc avec les cotations suivantes, donc entretien prénatal coté à 2,5 TC et séance de préparation à la naissance coté à 2 TC. Donc voilà pour les téléconsultations. Pour les consultations complexes, donc possibilité aussi de faire des consultations complexes et avis ponctuels en vidéotransmission, prise en charge à 100%. Donc les consultations complexes, donc c'est les codes CCX et avis ponctuels APC et APY. Donc avec une date de fin au 30 octobre 2020. Alors, la facturation de la MIS, donc on l'a évoqué tout à l'heure, mais je vais refaire un petit zoom dessus. Donc, pour tous les patients atteints ou ayant les symptômes de Covid-19, donc avec une prise en charge à 100%. Donc, cette cotation intègre l'annonce du test positif, la prise en charge de la cellule familiale, la prescription des tests pour ces personnes et l'enregistrement de ces personnes sur l'outil, le téléservice. Et enfin, donc, les actes réalisés en établissement. Donc, pour tous les actes réalisés dans les structures type EHPAD, donc facturation à titre dérogatoire de la majoration d'urgence, MU, pour chaque visite réalisée au sein d'un EHPAD. Donc, en journée, la visite auprès d'un résident en EHPAD est valorisée de la manière suivante, VG ou VGS, donc une visite à 25 €, plus une majoration de déplacement à 10 €, plus une majoration d'urgence à 22,60 €. Donc, la majoration d'urgence est facturable pour 3 patients maximum si vous faites une visite et que vous voyez plusieurs patients. Et elle est différente si c'est la nuit, le dimanche et les jours fériés. Donc, je vous détaille ça dans le tableau ici. Et enfin, il est possible aussi, au niveau des ARS, de mettre en place des forfaits spécifique de 420 € par demi-journée. Donc, dans ce cadre-là, c'est un contrat qui est conclu entre l'EHPAD et le médecin, mais il n'y en a pas pour la Manche. Donc, voilà, avec une fin le 31 décembre 2020 également. Voilà, donc j'en ai fini pour les dérogations qui sont encore en cours et je vais laisser du coup la parole à mon collègue Arnaud de Rombise. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la version Contact Covid sur Amélie Pro. Pour cela, je vais me rendre sur le site que vous connaissez tous et je vais me connecter sur le compte d'un médecin. Donc, deux façons de se connecter à Amélie Pro, identifier un mot de passe ou carte CPS. Si vous avez des soucis de connexion, Amélie Pro, lecture de carte vitale ou besoin d'aide pour ajouter les favoris de facturation, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans le chat pour qu'on puisse vous identifier clairement et vous contacter par la suite. Connexion identifiant. Connexion est un petit peu lente, les aléas du direct. Outil Contact Covid. Donc, nous sommes sur l'outil. Donc, il est coupé en 3 parties. Une partie où on va créer le patient, là où nous allons aller tout à l'heure. La recherche d'un patient, via son numéro de sécurité sociale, nom, prénom. Et les fiches patients que vous avez. Nouveau patient. La clé d'entrée et le numéro de sécurité sociale du patient. Quand on rentre un vrai numéro,
les informations, alors par vrai numéro, j'entends un assuré qui existe. Le nom d'usage, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le code postal se rentrent automatiquement. Dans notre cas, nous allons prendre un numéro fictif où nous allons montrer les informations à la main. Le téléphone, de préférence le portable, afin que nos collègues puissent envoyer des SMS aux assurés. Ce sera plus rapide et plus simple pour les avoir. Si vous connaissez l'adresse de votre patient, vous rentrez tout. Sinon, le numéro du département suffit et les collègues de la brigade pourront compléter. La partie éléments environnementaux, donc comme vous l'a expliqué Aurélie tout à l'heure, si le patient peut avoir exposé ou exposé une collectivité, on a la même liste de choix. Pour le premier exemple, il faudra rentrer le nom de la collectivité, si c'est le cas. Outre élément important, l'accompagnement social, encore une fois, comme vous l'a dit Aurélie tout à l'heure, je me mets sur la petite infobulle pour que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà. Donc, le fait de cocher cette case-là permettra aux collègues de la plateforme de rediriger l'assuré vers les services de la préfecture. La dernière partie, les contextes d'infection et symptômes. Donc, la situation du patient au moment où vous réalisez la fiche à domicile. Est-ce que le patient présente des symptômes évocateurs du Covid? Oui, non, ne sait pas. Si c'est oui, on précise la date d'apparition des symptômes. Samedi. Diagnostic, donc il est par défaut sur en attente du résultat du test. Les autres éléments positifs, négatifs ou probables, on laisse par défaut. On accepte la réalisation de la fiche. On valide. Donc là, la fiche du patient 0 est créée. Quand le patient, voilà, on a les informations qui ne sont pas toutes remplies, ça, les collègues de la plateforme les compléteront. Le patient va faire son prélèvement laboratoire et le laboratoire, lui, pourra, via un outil Contact Covid qu'il a également sur son compte Amélie-Pro, retrouver la fiche du patient via le numéro de sécurité sociale et aller modifier. Donc le labo va faire confirmer positif si c'est le cas, rentrer la date du prélèvement, le 5, et valider. Sur la fiche du patient que l'on a, P0, donc patient 0, on passera de diagnostic à faire à diagnostic confirmé. Quand les collègues de la plateforme l'auront contacté, vous pourrez voir contacter. Donc, une fois cela fait, vous pouvez créer la personne contact. Nous allons en créer une. Très important, cocher la case même foyer. Donc par même foyer, nous entendons les personnes qui partagent le domicile. Le conjoint, les enfants, colocataires, si c'est des étudiants. Numéro de sécurité sociale si vous l'avez, sinon à minima, le nom, le prénom. Cocher, le patient 0 accepte de communiquer son identité à ce contact, permettra aux collègues de la plateforme, quand ils appelleront les personnes contacts, de dire de façon simple, je vous appelle de la part de monsieur Untel, que vous avez vu lors du dernier contact qui est demandé à cet endroit-là. Le 4 octobre. Pareil, le code postal, vous mettez, si vous le connaissez, sinon, le département. On reprend les mêmes éléments que tout à l'heure, la collectivité, l'accompagnement social si nécessaire, contexte, au moment de la création de la fiche, on va mettre ne sait pas, on attend du résultat du test. Le portable, oui, pareil pour cette partie-là. Cela permettra à nos collègues d'envoyer des SMS, mais également d'envoyer la prescription, entre guillemets, pour les masques et le test. Le SMS faisant foi au niveau du laboratoire et de la pharmacie. On accepte, pareil, et on valide. Donc là, le cas contact est créé. Les collègues de la plateforme prendront contact avec lui. Vous pouvez rajouter d'autres personnes contact s'il y en a. Pour outil contact Covid, c'est bon, je vais vous montrer la réalisation d'un arrêt de travail, donc cette fois-ci sur l'outil de démonstration. Donc là, je vais faire un arrêt de travail dans le contexte Covid. Donc vous connaissez tous cette partie-là, vous avez certainement tous utilisé l'arrêt de travail dématérialisé. Créer. Nous arrivons sur cette page-là. Un arrêt de travail initial, à temps complet. Sur le vrai portail Amélie Pro, vous avez cette partie-là sur le motif.
vous avez le Covid-19 diagnostiqué ou présumé, ou l'autre motif. Donc, en prenant un des deux motifs, ce dernier ira s'ajouter automatiquement à cet endroit-là. Là, je vais prendre le premier qui vient. Reste à mettre la durée, donc qui est de 7 jours. Vous pouvez jouer, soit la saisir comme ça, soit jouer avec le calendrier. Donc 2 jours en arrière, 1 jour en avant. Les sorties, donc, par défaut, sont autorisées avec les restrictions habituelles, 9h, 11h, 14h, 16h, ou peut-être plus préconisées dans le cadre d'un patient atteint de la Covid, non autorisé. L'adresse de visite, on la laisse. Les précisions dans le cadre d'un arrêt pour le Covid ne sont pas à remplir. On accepte la transmission, on valide. Un petit récapitulatif. Si tout est bon, on transmet. Le volet 1 et 2 sont automatiquement transmis à la caisse et au service médical. Donc, reste à imprimer le volet 3 pour votre patient, le signer, tamponner, lui remettre. Dans le cas d'une téléconsultation, vous avez la possibilité d'enregistrer ce volet 3 et de lui transmettre via l'outil de téléconsultation que vous utilisez. Pour les patients dont le régime n'est pas ouvert à la dématérialisation des 2 premiers volets, vous aurez un petit encart juste à cet endroit-là, vous précisant qu'il faudra imprimer le volet 1, 2 et 3, ou lui transmettre par l'outil. Voilà. J'ai fini pour ma présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. Alors, nous allons désormais passer au temps des questions. Donc, les questions ont été répertoriées par thème. Pour votre information, donc, toutes les questions feront l'objet d'une communication écrite, donc qu'elles aient eu des réponses dans les minutes qui suivent ou non. Alors, concernant le parcours patient et le rôle du médecin généraliste, question, le patient symptomatique reste-t-il isolé si le test est négatif? Alors, donc, le médecin annonce le résultat négatif par téléphone au patient qui reste confiné chez lui en fonction de l'appréciation du médecin, et notamment s'il est atteint d'une autre pathologie. Autre question, un patient contact a finalement un test positif, donc je reçois le résultat et appelle ou convoque le patient à mon cabinet. Il est déjà déclaré dans l'outil Contact Covid. Dois-je recréer une fiche K0? Puis-je recoter la majoration? Alors, il n'y a pas besoin de recréer une fiche K0. La fiche est déjà créée en diagnostic confirmé, donc pas de nouvelle fiche. Sur la thématique des arrêts de travail, un patient contact n'a pas eu d'arrêt par la caisse primaire. Alors, en effet, lorsque le cas contact est symptomatique, nous invitons les assurés à se rapprocher de leur médecin traitant pour obtenir un avis d'arrêt de travail et notamment pour qu'ils puissent bénéficier d'une consultation. Autre question sur le test positif et si la consultation d'annonce du résultat est faite par téléphone, donc sans visio, est-ce que cette consultation peut être cotée? Alors non, les téléconsultations par téléphone ne sont plus prises en charge. Ensuite, dois-je enregistrer tous les cas contacts de mon patient positif? Alors, comme a pu le préciser Aurélie tout à l'heure, non, on ne vous demande que d'enregistrer les cas contacts dans le même foyer que le patient 0. Le parent me demande des attestations, dois-je leur fournir? Alors non, aucune attestation n'est obligatoire pour les élèves en établissement. Aurélie l'a précisé tout à l'heure, vous n'êtes pas tenu d'en fournir. Et enfin, pour la dernière question, que faire pour le parent d'un enfant cas contact? Dois-je lui délivrer un arrêt? Alors non, c'est l'établissement scolaire ou la caisse primaire qui fournissons une attestation aux parents. Vous, en tant que médecin généraliste, vous n'avez rien à fournir aux parents. Alors n'hésitez pas sur les quelques minutes qui restent à poser vos questions si vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, nous vous enverrons toutes ces réponses par confirmation écrite. Pour terminer, je vous précise que les délégués d'assurance maladie vont, à compter de cette fin de semaine et la semaine prochaine, prendre contact avec vous donc, pour apporter plus d'informations sur ce qui aura été dit aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis et d'avoir été présents. Nous vous souhaitons un très bel après-midi. Au revoir.